Bonjour. J'attends un petit peu de voir du monde arriver. Il y a souvent un décalage entre ce que je vois et la réalité. Bonjour, bonjour. Voilà, je laisse le temps aux gens de se connecter. Toujours à l'heure, Léo. Salut. Bon, je vous sollicite encore par ce beau temps, hein. Je vous oblige à vous mettre à l'abri, dans un endroit tranquille et, euh, et à vous empêcher de profiter du soleil. En même temps, il est 17 h, le soleil a déjà bien tapé aujourd'hui, donc vous pouvez me consacrer une petite heure. Bien, alors, bonjour à tous ceux que je ne vois pas forcément, pour l'instant, le temps que ça arrive. Euh, 17h02, on est dans les temps. Moi, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien chez vous. Mettez-moi un gros pouce si, euh, si vous êtes en pleine forme, si vous êtes en tout cas en pleine santé. Rassurez-moi, de mon côté tout va bien, chez nous tout va bien, donc voilà, tout va bien. Euh, N'hésitez pas à mettre un gros pouce pour me dire que tout va bien et que vous êtes en pleine forme et prêt à écouter ce live. Et je vais commencer. Je vais commencer tranquillement parce que je voudrais répondre aux questions que j'ai eues cette semaine. J'ai eu pas mal de questions, alors d'entraîneurs, de parents, voire de joueurs, sur justement cette notion de stress et la notion de confinement et de rupture avec le rythme que vous aviez auparavant. Euh, pour les sportifs qui se retrouvent chez eux confinés comme des blessés, euh, à ne pas pouvoir utiliser les infrastructures sportives, à être sortis des terrains depuis maintenant presque un mois. Depuis un mois. Euh, de mémoire de sportifs, jamais, jamais il y a eu de rupture, de coupure dans les championnats aussi longue que celle qu'on a en ce moment. Un sportif, il coupe à Noël, on va dire une semaine, il coupe l'été, on va dire 15 jours. Je parle des sportifs de haut niveau, hein, 15 jours, 3 semaines maxi. Mais 4 semaines sans compète, 4 semaines sans entraînement sur un terrain, sur les infrastructures, ça ne s'est jamais vu. Et du coup, je comprends les inquiétudes des personnes que j'ai eues, des sportifs que j'ai eus, qui m'ont posé toutes ces questions en me disant, ben voilà, comment je fais, j'en peux plus, je stresse, je suis anxieux, j'ai peur, ou je commence à m'engueuler avec mes parents, ou alors à l'inverse, les parents qui me disent, bah, ça commence à être compliqué avec les enfants, les devoirs, les trucs, les machins. Donc, il y a il y a tout un tas de choses qui font qu'aujourd'hui, c'est compliqué. Et puis, il y a une grosse explication de ces complications, c'est que les habitudes que vous aviez, les routines que vous aviez, qu'ont beaucoup de sportifs de haut niveau, parce que c'est hyper important pour eux, eh bien, ces routines sont coupées du jour au lendemain. Je donne un exemple, les gamins qui vont à l'école, ils se lèvent toujours pour être à 8 h ou 9 h au collège ou au lycée, ou à la fac, enfin peu importe. Les parents, ils se lèvent toujours pour aller bosser ou pour emmener les enfants à l'école. Les sportifs, ils ont leur habitude de rythme le soir, où ils savent qu'ils mangent à telle heure, ils savent que l'entraînement c'est telle heure, etc. etc. Et bien tout ça, du jour au lendemain, terminé. Et bien ça, il faut s'habituer, il faut trouver, c'est déstabilisant. Il y a des études que j'ai lues pas plus tard que tout à l'heure,
qui ont été faites sur les gens les quarantaines qui avaient été faites pour le SRAS en Chine ou en Asie, et d'autres quarantaines qui avaient été mises en place pour des cavaliers sur une grippe hippique, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, une grippe pour les chevaux, qui était dramatique pour les chevaux. Et les cavaliers et les chevaux avaient dû être à l'isolement. Et identique pour le SRAS en Chine, il y avait eu beaucoup d'isolement. Sauf que c'était 15 jours. 15 jours, c'est pas suffisant pour déstabiliser des routines. C'est pas suffisant pour déstabiliser une habitude, des connexions qui se font et pour supprimer ces habitudes. Par contre, aujourd'hui, nous, on est déjà à un mois. Moi, je suis à 2 semaines de plus parce que j'ai été confiné 15 jours avant le confinement national parce qu'on avait reçu des gens qui étaient positifs. J'ai rien eu, mais j'étais quand même en quarantaine pendant 15 jours. Donc moi, je suis déjà à un mois et demi. Mais il reste encore 15 jours minimum. Donc on est au moins tous ensemble enfin tous ensemble, chacun chez soi, jusque début mai. Et bien ça fera, allez, minimum 6 semaines, d'accord, 8 pour certains, voilà. Et bien ce temps-là, il est déroutant et effectivement, vos routines sont perdues. Et ce temps-là, il faut le mettre à profit. Vous ne pouvez pas revenir 8 semaines après avoir mis fin à un championnat et revenir en disant c'est bon, on y va, on y retourne. Non, ça va être une catastrophe. Et la différence, quand vous reprendrez un championnat, quand vous reprendrez un entraînement, quand vous referez des matchs de tennis, la différence, elle se verra tout de suite sur ceux qui ont bossé leur routine, leurs habitudes, leurs habiletés mentales. Ceux qui les ont bossés, on aura une grosse différence de ceux qui ne l'ont pas fait du tout. Donc, j'explique pour ces sportifs, pour ces personnes là qui m'ont posé des questions, comment on fait pour gérer tout ça. La source aujourd'hui d'inquiétude, la source d'énervement, la source de colère, la source de tout ça, c'est cette perte de repères, cette perte de cadre que tous les sportifs ont, ou les entrepreneurs, qu'on a tous quelque part, même si on se dit être plutôt relax, on a tous des repères au quotidien. Et donc, aujourd'hui, 4 semaines, 6 semaines, c'est largement suffisant pour remettre en place des routines quotidiennes. À quoi ça sert? J'en ai parlé dans le premier épisode, le premier opus que j'ai fait pendant le confinement. Les routines, elles sont primordiales pour garder le moral. Elles sont primordiales pour garder de l'énergie et c'est elles qui vont vous mettre dans un influx positif. La routine, c'est le sommeil, l'alimentation, l'exercice physique et la relaxation. Ça peut faire rire, hein. Moi j'ai des handballeurs qui me regardent et qui me disent la relaxation c'est pour les gonzesses, pour les mecs en tutu. Non, la relaxation elle est nécessaire même pour un rugbyman. Et Johnny Wilkinson il est bien placé pour vous en parler. C'est important de se dire, et alors je ne vous demande pas de vous lever à 8h ou à 9h tous les matins, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je dis levez-vous à heure fixe sur des heures choisies par vous, d'accord? Même si c'est 11h, c'est pas grave, c'est 11h et vous vous levez à 11h. Mais au moins, vous vous levez en ayant décidé de vous lever à 11h. Et puis ensuite, brin de toilette, machin, puis déjeuner. Et ensuite, vous vous mettez au boulot, si vous avez du boulot, ou vous faites votre activité. Okay. Ensuite, vous prévoyez dans votre planning l'exercice physique, vous pouvez l'intégrer le matin, et vous prévoyez ce qui serait pas mal, 2 fois par jour, 5 minutes de relaxation. Et concernant ces 5 minutes de relaxation, si vous le souhaitez, envoyez-moi un message perso en me mettant relaxation. Ouais, je suis désolé Marie, là aujourd'hui je suis sur la page pro, donc effectivement d'habitude je suis sur ma page perso et il y a certainement des gens qui doivent être en train d'essayer de galérer avec ma page pro et je ne sais pas comment les prévenir ou leur dire que le live est sur ma page pro. J'ai envoyé un petit truc tout à l'heure, un petit message. Je vais le remettre dans Facebook en même temps. Ça va prendre 2 secondes. Je fais ça en même temps que je vous parle. Tac. Retrouvez mon direct sur la page pro JCM Mental Performance.
Tac. J'envoie ça. Comme ça, c'est fait. Public, tac, tac, tac. Voilà. Donc, je parlais de relaxation et des routines. C'est important. Et la relaxation, envoyez-moi en message perso si vous le souhaitez. Vous mettez le mot relaxation et je vous enverrai un lien où j'ai préparé 5 minutes 47 exactement de relaxation que vous pouvez faire une fois ou deux fois par jour. Je vous le conseille. Ça vous permet de lâcher prise. Ça vous permet de vous détendre sur tout le stress. Ça vous permet de revenir à l'instant présent. Ok ? Donc, envoyez-moi en perso. Salut Aurore. Envoyez-moi un message perso relaxation et je vous envoie mon lien pour 5 minutes de détente et de bonheur. Voilà, ça fait rêver, hein, c'est tout un programme. Voilà, donc pour répondre aux questions qui m'avaient été posées toute cette semaine, les routines sont hyper importantes pour revenir, pour vous donner des repères et pour vous motiver tous les jours. Rester motivé tous les jours, ça passe par un planning que vous choisissez. Et c'est pas un planning, c'est vraiment le choix de votre organisation, celui qui vous motive et celui qui va vous mettre naturellement dans un état d'esprit positif. Si vous subissez le planning en vous disant, bon allez, les objectifs, je me lève à 8 heures, je fais ça, je bosse 3 heures, ensuite je mange, ensuite je fais mon physique, ensuite je fais ça. Ça ne marchera pas parce que c'est une contrainte. D'accord ? Il faut que cette contrainte, elle soit beaucoup plus light, beaucoup plus acceptée mentalement. C'est-à-dire que c'est vous, c'est pas un objectif de résultat pour vous dire, allez, fin du confinement, j'aurais fait ça, et puis je repartirai hyper performant. Non, c'est le comment vous allez y arriver, la routine. C'est pas le résultat, c'est comment je vais y arriver. Je crois que j'ai des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Tac, tac, tac. Tac, tac. J'en profite en même temps. Je les aide. Si, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, les routines, vous le faites au feeling, que ça vienne du cœur, etc. Mais en tout cas, prenez l'habitude d'avoir... C'est comme en sport, hein. On ne commence pas un match sans faire d'échauffement. Et l'échauffement, on ne le commence pas, on ne fait pas d'un seul coup les bras, et puis d'un seul coup la nuque, et puis ensuite les pieds, ensuite on revient en haut. Non, il y a un ordre pour chauffer. D'accord ? Soit on commence par la tête, la nuque, etc. et on descend jusqu'aux pieds, soit on commence par le cardio et on fait monter un peu, etc. etc. Et bien, les routines, c'est exactement pareil. Les routines, c'est ce qui vous permet d'être en forme. Et il faut que ce soit quand même rythmé et pas seulement au feeling. D'accord ? Donc, même si ce n'est pas écrit sur une feuille blanche, quand je le dis, c'est pour ces jeunes-là qui m'ont posé la question et qui me disent nous, on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Donc, prenez une feuille blanche, écrivez ce que vous avez à faire, vous intégrez le sommeil, l'alimentation, les exercices physiques et la relaxation. Et encore une fois, relaxation, envoyez-moi message perso, vous me mettez relaxation et moi je vous envoie le lien et vous verrez, c'est que du bonheur, vous faites ça 2 fois par jour et vous êtes super zen. Voilà pour les questions qui m'avaient été envoyées. Je rappelle que ce type de coaching que je fais ou de conférence, parce que c'est moi plutôt qui donne des infos plutôt que de vous questionner pour justement que vous trouviez la solution, c'est autant valable pour de l'individuel que pour du collectif. Et aujourd'hui, ça va être particulièrement valable pour les entraîneurs, les coachs, les entraîneurs. Pourquoi je dis ça ? Aujourd'hui, l'objectif, c'était de parler des croyances limitantes et du pouvoir de l'esprit. Donc là, on arrive dans le sujet. J'avais parlé la semaine dernière du stress. Le stress qui était la résultante d'une situation qui était perçue comme différente des capacités qu'on avait à la gérer. Si j'ai pas les ressources pour gérer ce confinement, pour gérer les enfants au quotidien, etc., je vais me mettre à stresser et je vais me mettre à être anxieux ou à me mettre en colère, etc., et être plus violent que d'habitude.
Eh bien, il y a un truc qui est important, c'est que un mot qui est important, c'est la perception. C'est la perception d'une situation par rapport à nos capacités et nos ressources. Eh bien, une croyance, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'interprétation d'une perception. Une croyance, c'est j'interprète le fait que cette situation de confinement, je vais mal la vivre. J'interprète le fait que quand je suis mené au score, je perds. Et ces interprétations, alors, elles sont liées à votre histoire, elles sont liées à votre éducation, elles sont liées à ce que vous entendez aux infos. Ces interprétations, elles sont tellement fortes que vous les transformez en certitude. D'accord? Cette interprétation, ce que vous le pensez, c'est tellement ancré en vous que c'est une certitude. Donc c'est même plus une croyance. C'est pour ça qu'elles sont si difficiles à détecter, ces croyances. C'est que pour vous, c'est une certitude. Donc il n'y a même pas la notion de croyance, il n'y a même pas la notion de doute. C'est une certitude. J'ai regardé Les Dents de la Mer quand j'étais jeune, j'ai eu peur. Depuis, je suis persuadé que les requins sont mangeurs d'hommes. C'est un exemple, mais j'ai pas peur des requins. Mais voilà, c'est exactement ça. Et tout ce qui va se passer sur les requins autour de vous va renforcer cette croyance. Tout ce qui va se passer quand vous allez voir un plongeur avec un requin, dites, ah bah s'il est dans une cage, c'est qu'il y a un danger pour l'homme. Tout ce que vous allez entendre comme info en disant, ah il y a encore eu un accident en Australie ou à La Réunion, c'est bien ce que je disais, les requins c'est mangeurs d'hommes. Donc ces croyances, elles sont difficiles à détecter. C'est pour ça que l'exercice qu'on va faire, je vous passe les infos, c'est pour vous donner cette réflexion, mais faites-le avec votre entraîneur ou faites-le avec un proche ou un préparateur mental idéalement, parce que ils sont formés à ça, ils sont formés à poser les bonnes questions, et c'est celles-là qui vont faire le trou un petit peu dans cette certitude et qui vont venir mettre le doute. Alors, comment ça se passe? Ce film, comment dire, Les Dents de la Mer, par exemple, c'est ce que j'appelle mon film catastrophe. Voilà, non pas parce que c'est réellement un film catastrophe, mais c'est le film, c'est ma bête noire en fait. C'est comme dans un sport où vous dites, ah, c'est encore cette équipe-là, on n'a jamais gagné, on gagnera jamais. Ils sont trop forts. Bon, bah oui, mais peut-être que ce jour-là, ils n'ont pas leurs meilleurs joueurs, peut-être que ce jour-là, ils sont moins bons que vous. Voilà. Et donc, vous avez quand même vos capacités pour gagner, sauf que vous êtes convaincu que vous allez perdre. Je vous redonne un exemple. L'année dernière, je coachais une équipe de moins de 20 ans au volley, et on était premier ex-aequo avec une autre équipe. Sur le papier, effectivement, cette autre équipe a des joueuses qui jouaient à un niveau en senior au-dessus, mais on était sur le championnat ex-aequo. On n'avait perdu aucun match jusqu'à la rencontre de cette équipe avec la nôtre. Les filles, dans les vestiaires, se disaient « Elles sont beaucoup trop fortes, on gagnera jamais ». Pourquoi ? Pourquoi ? On ne sait pas. Parce que, effectivement, techniquement, peut-être que les filles, elles étaient impressionnantes. Peut-être qu'il y en a qui étaient un petit peu plus grandes que les nôtres. C'est pas grave, on avait les mêmes résultats, donc les mêmes chances, l'un et l'autre. Mais malgré tout, elles sont sorties des vestiaires en étant persuadées qu'elles ne pouvaient pas gagner. Résultat, premier set, on se prend une raclée. Je crois même que le début du match, c'est un 8-0 qu'on se prend. Alors qu'il n'y a aucune raison. Ça veut dire que l'équipe que j'avais, elle était méconnaissable. Elle avait tout perdu. Finalement, c'est un match qui s'est terminé perdu en 5-7, ce qui montre bien que les filles ont pu reprendre la main et que le niveau a été quasi égal tout du long. Et que les sets qu'on a gagnés étaient des sets gagnés facilement, au même titre que les sets qu'elles ont gagnés. Bon, sauf le dernier qui était bien accroché. Mais ce qui montre que même elles, de l'autre côté, on était ex-aequo avec elles. Donc elles avaient toutes les raisons d'avoir les mêmes craintes que notre équipe. Et résultat, ça a été un match comme ça, avec des filles qui croyaient, puis qui croyaient plus, puis qui croyaient plus. Résultat, bon, ça a été sur le fil. Mais on aurait pu avoir un match de qualité bien meilleur si les filles étaient en confiance. Donc voilà, ça c'est des films catastrophes. Au tennis, en sport individuel, le nombre de fois où vous rejouez les mêmes joueurs, c'est phénoménal. Donc
Ce film catastrophe, on peut le modifier. C'est la bonne nouvelle. C'est compliqué, mais c'est la bonne nouvelle. Donc, comment ça se passe? Je vous détaille un petit peu le processus. Vous avez cette pensée qui est je suis mené au score, je perds tout le temps. D'accord, ça c'est votre croyance. Qu'est-ce que ça va engendrer derrière? Comme émotion, ça va engendrer un peu de doute quand même, hein, voire une perte de confiance. Parce que vous dites, de toute façon, je ne gagnerai pas si je suis mené. Ça, c'est les émotions. Donc les émotions qui sont plutôt négatives et qui vous empêchent de jouer. Et dans le comportement, comment ça va se traduire? Ça va se traduire, vous allez commencer à faire des fautes, vous allez pas faire les bons choix, vous allez avoir le bras qui tremble, etc., etc. Et vous allez perdre le match. Parce que la réalité de votre croyance est tellement forte qu'elle implique votre comportement. Une citation que j'aimerais vous donner de William Thomas, qui est sociologue américain, parce que ça remonte à loin, qui disait « Quand les hommes considèrent comme réelles certaines situations, elles sont réelles dans leurs conséquences. » Je répète, quand les hommes considèrent comme réelles certaines situations, elles sont réelles dans leurs conséquences. Ce qui implique bien que si vous êtes persuadé que vous perdez quand vous êtes mené, eh ben vous allez perdre. Et ça, c'est valable dans tout. C'est valable dans tout. Par rapport à un coaching que j'ai fait cette semaine, j'avais un père de famille qui me disait « Moi, je veux que mon gamin il se lève à 9h. Parce que s'il ne se lève pas à 9h, il ne va pas bien travailler. » D'où en se levant à 9h, on travaille mieux qu'en se levant à 11h. C'est une croyance. C'est parce que lui, dans son éducation, on lui a toujours dit il faut se lever tôt parce que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et puis, boum, et ça a été ancré, répété, répété. Et il s'en est fait une certitude. Et pour lui, pour que son gamin travaille, il fallait qu'il se lève le matin. Alors oui, peut-être que on est plus frais, notre cerveau est mieux fait le matin pour travailler, etc. Ok, d'accord, peut-être. Mais si le gamin, il se lève à 11h, qui fait son sport pour se réveiller, réveil musculaire et tout ça, et il se met au boulot à 14h ou à 13h30, sérieusement, pour se mettre sérieusement au boulot, et parce qu'il a envie de condenser sa journée comme ça, et être libre le soir, à regarder ses séries Netflix, ou à jouer à FIFA, ou je sais pas quoi d'autre, peut-être que ça fonctionne très bien comme ça. Pourquoi imposer le fait qu'il se lève à 9h, pensant qu'il travaillera mieux? Alors, en disant ça, je vais peut-être me mettre des parents à dos. Hein. Mais, et pourtant c'est une réalité, et je vais au-delà. Hein. Si vous, parents, vous lâchez prise sur l'heure du lever, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus détendu sur le fait que votre gamin se lève à 11h. Ça ne va pas vous perturber, et vous allez mieux vivre ce confinement. Et je vais même vous dire, vous vivrez mieux le fait qu'il reste que juste à 1h du matin devant Netflix ou devant FIFA et qu'il va se coucher super tard. Parce que vous savez qu'il aura 10 heures de sommeil derrière. Et que de toute façon, il les aura récupérées. Donc vous vivrez mieux, vous, votre confinement. Et lui, il le vivra encore mieux. Et en plus de ça, la cerise sur le gâteau, c'est que votre relation en confinement va être apaisée. D'accord? Donc c'est un vrai truc. Donc je reviens à mes croyances. Là, je vous ai donné un petit bonus. Hein. Je reviens à mes croyances. Donc, vous avez détaillé tout ça, vous êtes persuadé que vos émotions, vos pensées, c'est ça, vos émotions, doute, stress, manque de confiance, et résultat, échec. Comment on modifie tout ça? Le gros job, il est d'identifier ses croyances. Il est d'identifier à quel moment la croyance agit. Je reprends un exemple plus concret. Parce que être capable de trouver que à chaque fois que j'ai perdu un match, c'était parce que j'étais mené, c'est un exercice qu'il faut faire pour aller chercher. Et il faut qu'on vous pose la question pour éventuellement voir toutes les hypothèses, pour mettre toutes les hypothèses sur la table. Donc le plus dur, c'est d'identifier la situation qui déclenche ce changement, en fait cette situation de croyance qui va déclencher ce doute, ce stress, ce manque de confiance, etc. Un exemple, j'ai oublié ma raquette avec laquelle je joue tout le temps et je gagne tout le temps.
parce que j'ai cassé mon cordage et que j'ai oublié de la reprendre. Et du coup, j'ai pas ma raquette qui gagne. Moi, j'avais un fils qui doit être là à l'écoute aujourd'hui et qui, quand il était gamin, il me dit, moi, j'ai besoin de mes chaussures qui courent vite. Voilà. Il disait, ah, moi, j'ai mes chaussures qui courent vite. Si j'ai pas mes chaussures qui courent vite, ça va pas. Ben voilà, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il a pris l'habitude de jouer avec des chaussures ou avec une certaine raquette, d'avoir, et pourtant, il a la même dans son sac. Hein. La deuxième raquette, c'est la même, mais c'est pas celle qui gagne. Voilà. Ça, c'est une croyance. On a identifié ça. Ça, c'est l'état présent. Une fois qu'on a fait ça, quel est l'objectif ? C'est de gagner, même si j'ai pas ma raquette. Ou dans un sport co, c'est de gagner, même si on est mené au score. Que ce soit au rugby, au foot, ou au volley, ou au hand, on est mené au score, c'est pas grave, on peut gagner quand même. Donc ça, c'est l'objectif, c'est l'état désiré. C'est ce qu'on veut aller chercher. Donc comment on fait ? Il y a, une fois qu'on a identifié ça, on va aller chercher en nous les états internes, qu'on appelle aidants, qui vont nous aider à transformer les émotions qu'on ne vit pas bien quand on a ces genres de croyances. Parce que, encore une fois, je vous parlais on est mené au score, qu'est-ce que ça fait ? Quand je vais être mené, je vais mal jouer parce que je suis persuadé que je perds, et du coup, que je vais perdre, et du coup, je stresse, je panique, peut-être que je me mets en colère, peut-être, voilà, plein de choses. Et on va aller chercher en nous les effets, les états internes qui vont pallier ces éléments-là. Peut-être qu'il me faut de la colère, peut-être qu'il me faut de l'énervement pour gérer une situation. Dans les sports de combat, si je ne suis pas énervé ou si je ne suis pas un petit peu en colère, je vais peut-être m'en prendre plein la gueule et je ne vais pas réagir, si je suis trop calme. Si je suis mené au score, il faut peut-être que je me remue ou au contraire que je me détende et que je me relaxe pour accepter le jeu et pouvoir avoir la lucidité de me concentrer sur ce que je fais et pas sur comment ça va se passer. Donc ça, il faut les identifier. Il faut identifier ces sensations, ces émotions. N'oubliez pas, les sensations, c'est le langage du corps, les émotions, c'est le langage du cœur, et l'imagerie mentale, c'est le langage de l'esprit, du cerveau. Donc là, on est vraiment sur le langage du corps et du cœur. D'accord ? Les sensations, les émotions. Qu'est-ce qu'on va chercher ? Une fois qu'on a identifié ça, là, on peut mettre en place tout ça pour changer un petit peu, pour changer cette croyance. Et avant d'en arriver là, je voudrais vous faire un exercice si vous êtes d'accord. Parce que se dire que mentalement on est capable de changer une croyance qu'on considère nous comme une certitude, c'est pas facile. Et c'est là que je vous parle de la puissance de l'esprit. Donc, si vous êtes d'accord, on va faire un petit exercice. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais faites-le parce que c'est assez efficace pour vous montrer la puissance de notre esprit. C'est un truc simple. Voilà, vous êtes OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre debout. Je vais me mettre debout avec vous et je vais le faire avec vous. OK, hop. Voilà, est-ce que je rentre dans le... Voilà. Voilà, donc vous êtes debout avec votre téléphone. Voilà, je vous laisse vous installer. Et puis, maintenant, ce qu'on va faire... Je vais retirer mon... Voilà, j'espère que vous êtes tous prêts. Ce qu'on va faire maintenant, vous mettez debout et on va lever le bras droit, bien tendu, à 90 degrés. OK ? Et vous allez tourner du côté droit, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez tourner jusqu'à emmener le bras derrière. Et une fois que votre bras il est tendu derrière au maximum de la rotation, vous pointez l'œil sur le bout de la main et dans le prolongement du bras, vous fixez un point de repère sur le mur. Voilà. Vous fixez jusqu'au maximum, en gros, pour faire un repère sur le maximum de là où vous avez pu tourner. Une fois que c'est fait, vous revenez en position. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de fermer les yeux tranquillement. Du coup, vous allez pouvoir écouter ma voix. Vous fermez les yeux et vous allez imaginer que vous vous regardez dans la glace. Donc, vous êtes en train de vous voir dans la glace et vous voyez, vous restez immobile, mais votre reflet, vous allez le voir lever le bras droit. Donc, du coup, dans la glace, ce sera le bras gauche. Donc, il va lever le bras droit de la même façon. Vous voyez le bras bien tendu, d'accord, bien à 90 degrés.
et il tourne. Et vous commencez à vous voir tourner le bras. D'accord? Le bras qui part comme ça, vous le voyez complètement latéralement. Les pieds et le bassin ne bougent pas. Et puis, vous voyez le bras disparaître derrière votre reflet, derrière la tête, derrière les épaules. Et puis, finalement, il va réapparaître. Il va réapparaître derrière parce que la rotation, elle est énorme. Parce que vous avez été capable de tourner, 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 tourner. Presque comme une caricature, là, quand vous voyez les bustes comme en caoutchouc là, qui se tournent et vous voyez tout qui tourne. Et ça tourne et vous voyez votre bras et presque votre coude. Vous voyez votre coude réapparaître aussi de l'autre côté. Ce qui fait que votre bras droit, il est à gauche et presque votre bras gauche, il est à droite. Voilà. Et là, vous revenez et vous voyez revenir votre reflet. On le refait encore une fois. Vous êtes toujours immobile et c'est votre reflet qui lève le bras, qui tourne. Vous le voyez tourner, tourner. Voilà. Le bras disparaît derrière. Hop, le bras, vous voyez la main, puis le coude. Voilà. Et presque les omoplates qui apparaissent face à vous. Et il revient. Et puis maintenant, vous voyez plus le reflet, vous voyez vous par l'intérieur de vos yeux. Donc vous allez vous regarder comme si vous étiez à l'intérieur. Vous êtes toujours les yeux fermés, toujours les bras le long du corps, immobile. Et vous allez imaginer dans votre tête que vous allez tendre le bras droit, comme vous l'avez fait tout à l'heure. Donc là, vous sentez musculairement votre épaule qui fonctionne, les muscles du bras qui est bien tendu jusqu'au bout des doigts. Et puis vous commencez la rotation. Et là, vous sentez au niveau des obliques que ça commence à tourner, tirer un petit peu. Vous sentez qu'au niveau des épaules, les omoplates commencent à se resserrer. Votre bras tendu qui tourne, derrière. Voilà. Vous sentez même que ça pousse au niveau du bassin et des pieds et que les pieds aimeraient bien suivre tellement vous allez chercher loin. Et vous allez chercher loin et votre bras, il passe derrière. Il passe loin derrière. Et vous voyez, voilà, votre bras, il est passé et vous pouvez presque vous chatouiller l'autre épaule avec votre bras droit. Et vous revenez. On le refait une dernière fois. Donc, votre bras monte. Vous sentez musculairement l'épaule, l'avant-bras jusqu'au bout des doigts. Donc, bien serré. Et votre bras part sur le côté. Vous sentez les deltoïdes. Là, ça part. L'omoplate qui se resserre. Et le buste qui tourne, qui tourne, qui tourne. Voilà. Le bassin qui a envie de suivre, mais qui résiste. Et vous tournez, vous tournez, vous tournez. Le bras qui est presque en caoutchouc qui se retourne et que vous voyez presque réapparaître avec les yeux de l'autre côté. Et vous revenez en place. Bien. Alors, maintenant, dernière fois, vous rouvrez les yeux. Voilà, vous rouvrez les yeux et vous allez le refaire comme on l'a fait la première fois. Donc, les yeux ouverts et physiquement, on remonte le bras droit, bien tendu, à 90 degrés, et on tourne. D'accord? On tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et vous tournez à fond, et vous allez chercher loin, 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 loin. Loin, loin, loin derrière, et une fois que vous êtes au plus loin, pareil, vous reprenez un repère sur le mur, le long de votre bras. Est-ce que vous y êtes? Bon. Vous revenez en place. Voilà, vous pouvez vous rasseoir si vous le souhaitez. Et là, évidemment, qu'est-ce que vous avez observé? Si je ne me trompe pas, normalement, 99% d'entre vous devraient avoir eu un deuxième point de repère, un peu plus loin, si ce n'est beaucoup plus loin, que le premier point de repère. Donc, s'il y en a pour qui ça ne marche pas, signalez-le moi. C'est possible. Il y en a pour qui voilà, ça peut ne pas marcher. Jusqu'à présent, j'en connais pas. Voilà, je vous le dis franchement, à chaque fois que j'ai fait cet exercice, ça a toujours fonctionné. Qu'est-ce que cet exercice veut dire? Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que, avec votre tête, vous avez gagné en performance sur un geste que vous n'étiez pas prêt à faire. D'accord? Vous n'êtes jamais entraîné, le deuxième est allé beaucoup plus loin, c'est énorme. Ok, voilà, c'est ça. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est votre cerveau. C'est votre esprit qui vous a emmené à la performance. Et quand on dit que le pouvoir de la visualisation, le pouvoir de l'imagerie mentale, c'est pas négligeable,
quand on dit pas négligeable, on est loin du compte. C'est énorme le pouvoir de l'esprit. Et pour finir là-dessus, et alors là du coup ça va être un exemple qui est euh, de l'autre côté, c'est que euh, 45 degrés d'écart, c'est énorme. Je vous raconte une histoire que j'ai envoyée par mail à certains d'un gars qui prenait le bateau pour aller de, je sais plus, des pays nordiques à descendre et qui descendait. Il avait une petite semaine de bateau. Donc c'est un gros bateau marchand. Et puis en allant chercher de la marchandise dans les frigos du bateau, il s'est retrouvé coincé. La porte s'est refermée. Et il a eu beau tambouriner, il y a tellement d'épaisseur d'isolation que personne n'entendait rien de l'autre côté. Plus les bruits de la machinerie, personne ne l'a entendu. Et il s'est retrouvé coincé dans ce frigo. Et alors, il n'y avait pas de souci parce que c'était un frigo pour garder à manger, donc il y avait à manger. Mais ce qui s'est passé, c'est que la porte étant coincée, lui ayant à manger, mais dans un frigo, il s'est dit, de toute façon, je ne vais pas m'en sortir. Si je suis coincé là et que personne ne vient m'ouvrir, j'en ai pour une semaine et je ne tiendrai pas. Parce que je ne sais pas quelle est la température dans un frigo, 1 ou 2 degrés, ou peut-être moins 1, ou je ne sais pas. Donc il dit de toute façon je ne vais pas m'en sortir. Et il a trouvé un petit bout de métal sur lequel il a pu graver sur des cartons qui étaient là ce qu'il a pu vivre pendant 3 jours sur l'engourdissement de son corps, sur le fait qu'il avait envie de s'endormir, qu'il avait froid, qu'il ne sentait plus son corps, sur les picotements, sur toutes les sensations qu'il vivait, sur toutes les sensations qu'il a pu vivre au moment où le froid l'envahissait. Et résultat, bout du compte, au bout d'une semaine, le bateau arrive, on ouvre le frigo pour décharger, on trouve qui? Le bonhomme, mort de froid. On a retrouvé tout ce qu'il avait écrit, toutes les sensations, tout ce qu'il avait vécu et ressenti pendant ce voyage et pendant la montée du froid. Et puis ça a été confirmé parce qu'il est mort sur un bateau, etc. Donc autopsie, et l'autopsie a bien confirmé la mort par hypothermie. Sauf qu'il y avait un hic, c'est que le moteur du frigo ne fonctionnait pas et que l'intérieur du frigo était à plus de 15 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec est mort pensant qu'il allait être enfermé dans un frigo à 4 degrés, 3 degrés, alors que dans ce frigo il faisait 15 degrés, mais qu'il n'a pas senti la chaleur, parce qu'il avait cette croyance, cette certitude que d'être dans un frigo, plusieurs jours de suite, on ne pouvait pas survivre. Résultat, il n'a pas survécu. Donc, c'est exactement ce que peuvent vivre des équipes de sport face à un adversaire, face à une situation déjà vécue. Je pense au PSG en Ligue des Champions, par exemple, qui chute toujours. Il y a une bête noire. C'est cette fameuse Ligue des Champions qui les plante à chaque fois. C'est ce fameux j'ai oublié ma raquette qui gagne. C'est tous ces exemples. Je suis mené au score et je ne peux pas remonter parce que je perds toujours. Et de la même façon, vous, parents qui êtes là, c'est exactement la même chose que quand vous dites à votre enfant: t'es nul en maths. Le gamin, à un moment, il est nul en maths parce qu'il l'a tellement entendu dans sa vie qu'il est nul en maths. Parce qu'il en est persuadé, parce qu'on lui a répété. Voilà. Et bien les croyances, c'est ça. Et donc comment switcher grâce à ce qu'on a là-dedans? C'est qu'une fois qu'on a identifié les émotions et les sensations qui peuvent nous aider à combattre ça, il faut revivre par l'imagerie la situation présente en la transformant, en mettant une réussite sur l'événement passé, d'accord, qui va produire un effet positif. Une réussite sur l'événement passé, c'est finalement penser qu'on est bon en maths parce qu'on a eu une bonne note. Ou en tout cas, considérer que c'est une bonne note. Ou arrêter de penser que c'est une mauvaise note. Mener au score et perdre, et bien peut-être qu'en étant mené au score, il y a autre chose à faire que de perdre. Et on va ancrer des émotions et des sensations positives
qui vont nous aider à transformer cette situation. Ça, c'est compliqué. D'accord ? Ça, tout seul, c'est pas possible. Donc, il faut être accompagné soit par un entraîneur, soit par un préparateur mental. Et quand je dis par un entraîneur, c'est un entraîneur qui est sensibilisé à cette préparation mentale. C'est important. C'est vraiment important d'être accompagné dans l'imagerie, on ne la fait pas tout seul. C'est un exercice qu'il faut faire, qu'il faut répéter, mais avec un guide. Donc soit un audio, soit quelqu'un à côté de vous qui connaît les démarches. C'est vraiment utilisé en PNL, en programmation neurolinguistique. Donc ça ne peut pas faire de mal, mais en tout cas pour que ce soit réussi, il faut que ce soit bien fait. Et donc utiliser des émotions et des sensations, il faut aller les chercher, aller les puiser et les associer à ce changement de situation. Je ne sais pas si j'en avais parlé au premier épisode de ces lives. Moi, je me suis occupé d'un gamin, d'un joueur de tennis qui était monté de 2 classements et puis qui, dans l'année, a perdu tous ses matchs. Et il est venu me voir en fin de saison, au mois de juin. Il avait tout perdu. On a identifié, grâce à plein de questions, d'accord, par rapport à ce qu'il avait vécu, j'ai été chercher, identifier la situation. On a trouvé son film catastrophe, là, ses dents de la mer. En fait, il avait perdu un match en début d'année contre un gars qui était mieux classé que lui, mais il avait gagné le match qui finalement a été contesté, et en rejouant la balle de match, il a perdu. Et il a estimé que même quelqu'un d'un niveau supérieur, même en gagnant le match, le résultat était perdu. Ce qui a impliqué quoi ? Ça veut dire que tous ces matchs dans l'année, quel que soit le niveau des gens qui les jouaient, qui étaient meilleurs de son niveau ou en dessous, il les a perdus. Il les a perdus parce qu'il pensait, en menant pas systématiquement, mais en menant régulièrement le premier set, et en perdant le deuxième, et en perdant le troisième. Parce que, pour lui, gagner voulait dire perdre. Il avait gagné ce match, ce fameux match, mais au résultat, il a perdu. Parce que l'arbitre avait changé. Donc nous, qu'est-ce qu'on a fait ? On a revécu ce match. Sauf qu'on a revécu ce match en s'arrêtant à la victoire. Et donc en s'arrêtant avant de remettre la balle de match. Et donc on a travaillé sur les émotions et les sensations qu'il a pu vivre au moment où il a gagné son match. Et on les a ancrées. D'accord ? Ces sensations-là qui étaient très fortes, cette émotion qui était très forte, où il a revécu l'environnement, le bruit, les personnes qui étaient là, la raquette, le poids de la raquette, l'odeur de la balle, du gymnase, peu importe la surface, tout ça il l'a revécu, et il a revécu les émotions de joie que ça lui avait procuré. Et ça, on l'a ancré avec un geste. Voilà, il avait serré le poing, passé la main dans les cheveux, peu importe. C'était associé à un geste, donc on l'a répété. Et ensuite, on a projeté ça à l'état présent. Aujourd'hui, si je devais faire un match, comment ça se passe ? Et je fais mon match. Et que je sois mené ou pas mené, je gagne. Et je ressens les mêmes sensations. Et j'associe toujours le geste du poing ou de la main dans les cheveux, peu importe. Et je le répète, et je le gagne. Et je me l'ancre. Et ensuite, on l'a projeté dans un état désiré. C'est-à-dire qu'on l'a projeté dans le prochain match qu'il allait vivre. Et là, dans le prochain match qu'il allait vivre, même s'il ne connaît pas l'adversaire, ou s'il le connaît, peu importe, il joue son match et il gagne. Qu'il soit mené ou pas mené, il gagne son match. Et il a les sensations de la victoire. Et il a les sensations de cette confiance qui est ancrée en lui. Et bien, de répéter, de refaire et d'associer une réussite à cet événement et de se procurer les effets positifs, le mois d'après, ce gamin a gagné tous ses matchs. Il a gagné 3 tournois et donc pas perdu un match pendant les tournois puisqu'il est allé au bout. Il m'a appelé un mois après, moi j'étais parti en vacances, et il m'appelle, il me dit voilà, c'est juste top, je me suis débarrassé de ma bête noire, on l'avait appelé comme ça, et il a gagné ses matchs. Donc il y a un vrai effet qui se coule à ce genre de technique. Encore une fois, qu'il ne faut pas faire tout seul parce que c'est compliqué, mais il y a une vraie notion de performance quand on arrive à décoincer ça. Et ça marche pour des gens qui ont des peurs dans l'avion, des peurs la peur dans l'avion, la peur en mer. Il y a plein de situations où on est persuadé que... alors c'est souvent lié à du passé,
D'accord? Donc si c'est pas trop traumatisant, lié à un gros trauma bien fort, bien profond, c'est des choses qui peuvent se traiter en préparation mentale. Après, voilà, moi je ne vais pas chercher des trucs, des vrais traumas dans la jeunesse ou des enfants battus ou des trucs comme ça. C'est pas. Voilà. Mais ceci explique cela. Voilà. C'est pas du tout à moi de traiter ça, mais ceci explique cela. Moi, je vais vous parler d'un match que vous avez perdu. Je vais vous parler d'une situation de match qui est compliquée, mais je vais pas aller chercher voilà, dans des choses qui sont pas mon domaine. Chacun son domaine de compétence. Euh, voilà, ça c'est le pouvoir de l'esprit et c'est les croyances limitantes. Une fois que vous avez compris ça, il y a un autre moyen de dépasser ces croyances. C'est ce qu'a mis en place James Loehr, qui est aussi un sociologue américain, qui est de faire l'acteur, de faire comme si, le fameux faire comme si. Souvent, on se moque des gamins qu'on voit arriver avec leur tenue de Federer, de Nadal et tout. Ou souvent, l'effet qui est provoqué, c'est waouh, il doit bien jouer, t'as vu, il a la tenue de Federer. Ok, donc résultat, le gamin est déjà gagnant par rapport à vous. Donc lui, il fait comme si. Lui, il a fait comme s'il était Federer. Je vous donne un autre exemple. J'ai fait une formation de prise de parole en public. Et dans les gars qui étaient en formation, il y avait un petit bonhomme qui était, allez, on va dire la caricature de l'informaticien à lunettes avec les stylos dans la poche, complètement fétiche, fétif, pardon, chétif, complètement chétif, tout fragile, tout introverti, voilà. Et il est monté sur scène et on lui a demandé de prendre la parole. Donc évidemment, il fallait tendre l'oreille, on l'entendait pas, enfin c'est une catastrophe. Et là, le formateur lui a dit, quel acteur aimerais-tu être? Et l'acteur choisi par ce bonhomme, c'était Gérard Depardieu. Alors bizarrement, Gérard Depardieu, le gars qui a de l'ampleur, le gars qui parle, qui s'exprime avec les bras, avec tout, avec toute sa gorge, tout voilà. Et le gars il a choisi Gérard Depardieu. Et le formateur lui a dit, maintenant que tu as choisi Gérard Depardieu, donc il lui a demandé pourquoi, parce qu'il s'exprime, etc. Ok. Maintenant que tu l'as choisi et que tu as identifié sa posture, sa gestuelle, ce que tu aimais bien en lui, le ton de sa voix, l'intonation, la dynamique, etc., eh ben, tu vas imiter Gérard Depardieu. On voudrait que tu imites Gérard Depardieu en prenant la parole. Donc tu vas nous dire un texte, improvisé, peu importe ce que tu veux, et tu imites Gérard Depardieu en le faisant. Et là, le gars, il a commencé à gesticuler, à clamer des trucs. Nous, dans le public, ça donnait quelque chose de plus audible que ce qui nous avait sorti la première fois. Bon, c'était pas du Gérard Depardieu, mais on sentait qu'il y avait une prise de parole et que ça donnait quelque chose de tout à fait correct. Sauf que quand on lui a posé la question, on lui a dit comment tu t'es trouvé en Gérard Depardieu. Et le gars a dit, moi je me suis trouvé bien par rapport à ce que j'ai dit avant, j'ai fait ça, j'étais bien, et j'étais dans l'imitation complète. Et le gamin, le gars s'est senti au top. Il s'est senti là, tout en haut, dans sa prestation. Et il a estimé que sa prestation, elle était là. Il partait de là, et en fait, il est arrivé là. Pour nous, il est arrivé ici. Donc se faire comme si nous permet pas forcément d'atteindre des sommets, mais nous permet de monter de plusieurs niveaux. Okay ? Si vous imitez Nadal, si vous prenez la posture de Nadal et que vous prenez toute sa gestuelle, etc., ça ne veut pas dire que vous jouerez comme lui. Et ça veut dire que peut-être que vous serez plus concentré, peut-être que vous aurez un regard de tueur, peut-être que vous aurez un coup beaucoup plus délié, beaucoup plus gratté, etc. Il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place. C'est pas parce que je veux jouer comme Ngapet que je vais sauter comme Ngapet, qui a 1 mètre de détente ou je sais pas combien. Voilà, c'est vraiment le faire comme si vous permet de monter votre niveau par rapport à quelque chose que vous admirez. C'est ce qu'on appelle chez les enfants le mimétisme, tout simplement. Ils reproduisent ce qu'ils voient. Et vous, adultes, quand vous voyez quelque chose que vous aimez, il faut l'identifier, il faut comprendre ce qui vous intéresse. Enfin, oui, il faut comprendre ce que vous aimez, ce qui vous fait penser que le gars est bon,
par rapport à quoi, et vous vous l'appropriez. Ça ne veut pas dire que vous serez cette personne-là, mais ça veut dire que vous aurez la confiance nécessaire pour imaginer que vous faites la prestation de ce gars-là. Et ça, c'est ce qui est le plus important. Voilà. Et ça, c'est passer outre une croyance. Eh bien, écoutez, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que j'ai oublié des choses? J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions soit en message perso, soit sur mon site, soit où vous voulez. Je suis dispo pour y répondre. Je voulais faire une présentation en collaboration avec un nutritionniste, mais ça ne va pas être possible parce que c'est un médecin nutritionniste et en ce moment c'est un peu compliqué. Et avec un préparateur physique, mais lui il est sous l'eau aussi, parce que évidemment beaucoup de demandes de gens qui veulent faire des préparations physiques à domicile, donc il est très très sollicité. Donc vous allez devoir être obligé de me supporter encore un petit peu. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que je n'ai rien oublié. Encore une fois, prenez soin de vous, ne sortez pas. Et que vous avez toutes les clés en main. Encore une fois, sur ce genre de coaching en préparation mentale, je n'ai pas de réponse à vous apporter, je n'ai que des questions pour vous faire réfléchir. Ok ? Donc, vous avez toutes les clés pour mieux vivre ce confinement. Pour le mieux le vivre personnellement et le mieux vivre en collectif chez vous. Voilà. Je vous souhaite un bon... je viens de comprendre comment faire de la visualisation positive. Bah super, c'est top. Pourquoi dans le dernier exercice on va plus loin? Pourquoi dans le dernier exercice on va plus loin? Parce que c'est la puissance du mental. Et que votre mental votre esprit vous a fait vous assouplir comme vous l'aviez visualisé dans votre esprit. Le nombre de fois où vous avez des sportifs là, en ski qui refont les descentes comme ça visuellement, on les voit fermer les yeux en haut de la piste et puis faire eux-mêmes ou Bartoli qui fait systématiquement ses mouvements dans le vide là, au tennis. Je pense à elle parce qu'elle me vient à l'esprit. Ça vous permet, de vous concentrer sur le présent, sur l'instant T, et puis de vous concentrer sur tout ce que vous avez à faire techniquement. Quand je parlais sur mon premier rendez-vous, mon premier épisode de l'entraînement canapé, c'est exactement ça. L'entraînement canapé, c'est vous permettre de travailler votre technique, d'une part, donc vous travaillez votre technique dans la tête, et puis vous ressentez en même temps tout ce qui vous permet de vous faire du bien. C'est-à-dire que comme vous, dans votre tête, vous réussissez tout ce que vous faites, et que j'imagine que quand dans votre tête vous avez tourné et que vous êtes allé beaucoup plus loin qu'au premier, c'est parce qu'il y a zéro limite. Vous auriez pu faire 2 tours si je vous avais demandé de faire 2 tours avec votre corps. Vous auriez pu le faire. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est que votre esprit n'a pas de limite. Les limites, les seules limites que vous avez sont celles que vous vous imposez. Il n'y a pas de champion du monde qui n'a jamais décidé d'être champion du monde. Donc, voilà, c'est tout. C'est que vous pouvez tout faire avec la tête. Voilà. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Aurore. Et puis, voilà. N'hésitez pas, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous donnerai dans la semaine le sujet, parce que j'en ai plusieurs qui se battent en duel. Donc, voilà, je reviendrai vers vous. Mais c'est toujours ce confinement qui est le cœur de ces séances et comment mieux vivre ce confinement pour être plus performant après. Moi, je travaille sur la performance. Voilà, messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne semaine. N'hésitez pas. Et puis, on se voit ou on s'appelle. Voilà. À bientôt. Et parlez-en à vos amis. Parlez-en à autour de vous. Si ça peut servir, n'hésitez pas à partager. Prenez soin de vous. Ciao.